Le Samsara de l'amour. Bien des années plus tard, au cours d'une croisière sur l'Amazone, à bord d'un vieux rafio, j'assistais à une scène étrange. Après avoir quitté Manaus et sa banlieue lépreuse, le bateau longeait la rive, à nouveau lourde de grands végétaux, d'arbres immenses entremêlés. Seul le fleuve et ses eaux boueuses semblaient capables de s'offrir un passage dans la masse dense et majestueuse de la forêt au cœur de laquelle nous devions passer la nuit. Un lodge, un campement de baraques en planches sur pilotis, nous attendait. Il semblait suspendu dans la nuit, aussi frêle et fragile que les lampes à pétrole dont la faible clarté était impuissante à trouer l'empire de l'obscurité. De là, sur les pirogues, à travers le lacis des eaux dormantes, à l'écoute des grands murmures de la forêt amazonienne, sonores de cris et de feulements, nous irions observer les crocodiles immobiles. Rien ne les distingue des amas de branches à demi immergées, seul les trahit un œil qui rougeoie soudain, comme une braise incandescente dans le faisceau des lampes torches. Sur le pont supérieur, au tôle surchauffé par un soleil noyé dans la brume, de chaleur, baignant dans une atmosphère poisseuse, j'observais ce fleuve qui défie les normes sages de la géographie européenne. Il est large et vaste comme une mer, et j'en distinguais à peine la rive opposée. Mes yeux erraient sur ces trois infinis uniformes qui composent le paysage amazonien. Il y a l'eau, le ciel, la forêt, et puis rien. Mais c'était cette eau boueuse, dynamique, parcourue de courants comme autant de muscles qui me parlaient. Elle charriait dans ces eaux troubles un monde détruit et aidait à recréer un monde vivant. Tout y exprimait la mort, le pourrissement et la renaissance. Des bois flottants, mêlés à des brassées de feuilles enlaçant de languides orchidées, dérivaient, comme sur le Gange, les débris consumés de cadavres fleuris. Une vaste industrie de transformation semblait s'animer sous la surface opaque. Par le fleuve, la forêt semblait se délivrer d'elle-même de son abondance asphyxiante. Soudain, la rive sembla s'éloigner, puis disparaître. Le bateau trembla, pris dans les tourbillons. Nous étions à la confluence du Rio Negro. Notre eau boueuse, teintée de limon clair, fut assaillie par une vague obscure, couleur de charbon. Une lutte acharnée commença entre ces eaux distinctes pour conquérir la suprématie du fleuve. Le Rio Negro, chargé de tchernosium, saturé par les bois brûlés des forêts incendiées à l'ère tertiaire, montrait une agressivité bestiale. L'Amazone tremblait sous l'assaut, opposant à l'agresseur sa force d'inertie. Qui allait gagner? De ces deux géants qui dompteraient l'autre. Peu à peu, les eaux du Rio Negro se disloquèrent, se morcelèrent en noirs courants veineux qui semblaient poursuivre seuls un combat désormais perdu. À cet instant, surgirent les dauphins roses, attirés par le brassage des eaux mêlées, point de rencontre des migrations poissonneuses. Ils virevoltaient dans le courant, pénétrant dans le sillage du bateau, exhibant leur dos couleur de chair humaine, semblant vêtus de cette peau fragile et rosée qui est celle des organes du sexe et de la séduction. Le carmin satiné de la peau des cuisses de l'organe viril, cette peau envoûtante, proche des muqueuses reproductrices, qui semble un ultime appel au désir. Les dauphins, plongeant dans l'eau sombre, suggéraient un ballet sexuel, une orgie en plein jour, impudique, une haletante copulation symbolique. Personne ne l'avouait, ni les membres de l'équipage, ni les quelques touristes, mais tous observaient ce jeu, oppressés comme s'ils ne pouvaient s'arracher à une fascination obscène. Mes yeux se détachèrent de ce spectacle, attirés par une scène qui me troubla plus encore. Je voyais l'habitacle où se trouvait le capitaine, un quinquagénaire au physique marqué d'Indien, le nez camard, les pommettes saillantes, qui maniait nonchalamment la barre. Je distinguais sa nuque, son visage se reflétait dans un large miroir faisant office de rétroviseur. Près de lui se tenait une jeune fille, indienne elle aussi. Elle ne devait pas avoir beaucoup plus de 16 ou 17 ans. Elle le fixait avec intensité, une intensité fébrile comme seul le désir la suscite. Que faisait la main libre du capitaine? Quelle volupté procurait-il ainsi à sa jeune compagne, dont les sens avaient été éveillés par les dauphins roses? Peut-être sa main, que j'imaginais, n'avait-elle aucun rôle. La force de suggestion de la nuit à venir, des plaisirs qu'elle allait leur donner, suffisait-elle à peindre sur leur visage ce sentiment d'hébétude? Se reflétant sur le miroir, encadrant les deux visages, je distinguai la forme d'une jeune femme allongée sur le pont inférieur. Je me retournai. Une jeune Irlandaise prenait le soleil. Un minuscule bikini ne dissimulait presque rien d'un corps menu, gracile et rose, de la teinte exactement la même, si gracieuse et impudique,
de la chair des dauphins. Cette vision m'enflamma à mon tour. D'où était partie l'étincelle de ce désir? Cette jeune fille, à laquelle je n'avais pas accordé d'attention pendant la croisière, s'enrichissait de tous les désirs accumulés en dehors d'elle. Elle vit mon regard. Je compris qu'elle aussi avait observé la scène et deviné le manège amoureux qui se tramait dans la cabine de pilotage. Ce désir qui nous traversait tous, ainsi électrisant l'air, j'eus du mal à le rompre. Il m'obséda le soir, dans les lumières dansantes qui miroitaient, tandis que nous parcourions en pirogue les bras morts du fleuve, aussi brûlant que l'œil de braise des crocodiles qui s'allumait dans le faisceau des lampes torches. Et la nuit, allongée sur un hamac, séparée par une mince cloison de planches de la jeune Irlandaise que j'entendais s'agiter sur son lit de camp, dans la respiration étouffante de la forêt, ce point rouge du désir m'agita longtemps. Il finit par chasser mon sommeil. Soudain, il fit ressurgir le passé. Pourquoi songeais-je à cet instant, à une époque de ma vie depuis longtemps évanouie? Le désir réveillait le souvenir de Flore, des déchirements d'alors. Cette rupture avait ouvert une fissure. Nous portons nos ruptures comme des cicatrices. Nous oublions, mais le cœur, lui, n'oublie rien. Nos égarements s'y inscrivent, nos fautes si graves, nos souffrances s'y impriment. De quelle autre forêt, plus ténébreuse et plus entremêlée que celle où je me trouvais, recevais-je ce message obscur, décalé, émis avec tant de retard? À quelle fin? C'est ce que je tentais de comprendre sous la moustiquaire, sans pouvoir me soustraire à l'obsession du désir, à ce point rouge qui semblait incrusté comme un rubis dans la nuit tropicale. En me séparant de Flore, je croyais aller vers l'avenir. Lui seul donne la force de s'arracher au passé. Un nouvel amour s'emparait de moi. À travers une autre, je voulais moi aussi être un autre, changer de peau, de vie, de plaisir, d'amis. J'étais lasse de moi, prête à suivre qui m'entraînerait dans un autre monde. Je voulais naître à une nouvelle vie, mais je ne me résignais pas à mourir dans l'ancienne. C'était mourir de rompre avec Flore, mourir dans la souffrance, dans les affres d'une agonie. Ce n'était pas seulement elle que je devais tuer, mais la part vivante de moi-même qui s'était constituée autour d'elle. C'est pourquoi rompre est le plus cruel des enjeux. Une nouvelle de Tolstoï en illustre les ravages, le démon, que Malraux affectionnait et qu'il avait conseillé à Gide, mais celui-ci avouait n'en pas comprendre le sens. Le récit montre un homme en proie à deux amours qui se partagent son cœur, où ils luttent comme les deux fleuves dont je venais d'observer le combat. En l'occurrence, le tendre sentiment conjugal s'oppose à la passion sensuelle pour une paysanne. Un vieux drame qui se résout presque toujours dans les larmes, la nostalgie. Mais dans ce récit, l'homme est faible. Il ne trouve pas en lui la force nécessaire pour rompre. Il aime sa femme, il est attaché à sa jeune maîtresse, qu'il a connue avant sa femme, et ce dilemme le ronge. De toute façon, le voudrait-il, il ne pourrait épouser la paysanne. Il n'y songe même pas. Aussi, les deux sentiments abandonnés à eux-mêmes se retournent-ils contre lui. Ils le harcèlent sans pitié. Il balance sans pouvoir prendre de décision. Sa vie est devenue un enfer. Il veut concilier l'inconciliable. Ce que veut son cœur, la vie, elle, ne l'accepte pas. Faute de pouvoir sacrifier l'un de ses deux amours, il finit par se suicider. J'étais pareil à ce héros pathétique de Tolstoï. Le matin, je vivais dans l'espoir d'une existence nouvelle. Le soir, je me désolais de nostalgie. J'avais beau me raisonner, faire le compte de ce qui avantageait l'une par rapport à l'autre, ce calcul ne tombait jamais juste. Il s'y introduisait une image poignante, un vertige d'abandon. Je ne savais plus si j'étais la victime ou le bourreau de Flore, mais seulement qu'elle m'aimait aujourd'hui et que demain, je devrais m'effacer comme une image morte. Pourquoi fallait-il que quelque chose d'aussi fervent, chaud, intense doive disparaître à jamais? Que resterait-il de nous, de ces instants habités par notre présence? Des lieux vides, froids, dans une atmosphère de sépulcre. Que de tombes on laisse ainsi derrière soi. Et les souvenirs n'ont même pas la douce consistance de la poussière. Ils sont aussi impalpables et inexistants que les rêves. Ce qui a été et ce qui aurait pu être, ces deux versants de la vie, laissent la même impression navrante d'irréalité. Avais-je vécu ou avais-je rêvé? Et pourtant, je savais que la rupture l'emporterait, puisque, à travers elle, je réaliserais le destin qui m'était imposé. Mais quand atteindrais-je la paix? Là où il n'y a plus ni souffrance, ni brûlure, ni attente. L'amour qui ne finit pas.
Quelle place tenait le samsara de mon cœur dans le vaste samsara des réincarnations? À l'image du grand fleuve, tout n'était que transformation. Né de la pluie, chargé de boue, de feuillage et de fleurs, il retournerait à la pluie, après avoir étreint combien de rives, s'être mêlé à combien d'autres fleuves, sans cesser d'être lui-même.